Alors nous l'évoquons souvent, en fait, grâce à vous, grâce à l'investissement depuis 35 ans, voire de 40 ans, les artistes, les professionnels de la petite enfance sont là pour apporter ces questions d'art et de culture, partager des moments avec les enfants, les parents. Et c'est grâce à cet investissement, et je le dis souvent, je vous remercie pour tout cet investissement pendant ces nombreuses années. Et c'est grâce à cet investissement que depuis 5 ans, avec le deuxième protocole de l'éveil artistique et culturel, on a pu structurer cette politique. Et donc, cette structuration de politique, elle se passe dans tous les lieux, dans tous les espaces, sur l'ensemble des territoires. Et il était important pour nous de vous inviter, en tout cas, à témoigner, car les espaces ne sont pas seulement des lieux physiques réalisés à dessein, mais c'est aussi ces temps et ces espaces de coordination, de structuration, de mobilisation nécessaires au déploiement de l'éveil artistique et culturel pour tous les enfants et leurs accompagnants, et quelle que soit leur situation et leur temps de vie. Émilie Robert, vous êtes coprésidente de Scènes d'enfance à Citège et directrice du théâtre Massalia à Marseille. Marc Caillard, vous êtes président de l'association Enfance et Musique. Vous êtes tous les deux depuis très longtemps investis dans cet accès, en tout cas dans ce développement de la participation à la vie artistique et culturelle dès la toute petite enfance. Est-ce que vous représentez aussi tous les deux des réseaux par Scènes d'enfance et par Enfance et Musique. Est-ce que vous pouvez un petit peu nous donner la genèse de ces projets? Parce qu'aujourd'hui, l'idée de cette table ronde, c'est vraiment de dire comment on passe d'actions parfois individuelles à des actions collectives. Voilà, je vais vous passer la parole, Émilie. J'ai envie de dire que Scènes d'enfance à Citège France procède sans doute précisément de ça. C'est-à-dire du moment où des professionnels qui, sur leur territoire, dans leurs actions du quotidien, se confrontent aux mêmes problématiques et puis échangent et se disent qu'en fait, il faut faire commun, qu'il faut être collectif et qu'il faut partager du coup les défis voilà, qui se présentent et les réflexions et les échanges, et que sans doute un des endroits que moi j'apprécie le plus dans Scènes d'enfance à Citège France, c'est l'horizontalité en fait, c'est le fait de se faire confiance et de se dire que on peut travailler tous ensemble, artistes, responsables de lieux, auteurs, personnes évoluant dans les compagnies par exemple sur des postes plus administratifs qu'en général on tient toujours en retrait, etc. Donc, sans faire toute l'histoire de l'association, parce que ça me semble pas très intéressant, mais c'est plutôt de dire que, en fait, à un moment, c'est le terrain, en fait, qui justement, et c'est l'expérience qui nous amène à faire commun et à nous dire, ben voilà, il faut nous regrouper. Alors, bien sûr, il y a une dimension aussi, on l'a en commun, parmi les nombreuses choses qu'on a en commun, mais politique. C'est-à-dire que c'est aussi le moment où on se dit, de l'expérience individuelle, on sent qu'il faut faire évoluer le cadre, il faut partager, il faut déployer, et qu'en fait, ça veut dire être un endroit aussi politique au sens large. Donc ça, effectivement, on l'exerce ensemble. Donc j'ai l'impression que c'est vraiment cet endroit-là qui justifie en fait de se regrouper. Et après, on a juste là-dessus j'ai envie d'ajouter que ce que j'aime particulièrement dans l'engagement vis-à-vis de l'enfance, et dans lequel il y a évidemment la toute petite enfance, c'est cet endroit un peu militant qu'on a. C'est-à-dire que quand même, et on est tous là aujourd'hui aussi pour ça, c'est que quand on fait ce choix à l'intérieur du secteur artistique et culturel de s'adresser à l'enfance et à la jeunesse, quel que soit l'âge de l'enfant, en fait, ça vient cultiver chez nous quelque chose effectivement d'un peu engagé. Donc du coup, c'est d'autant plus naturel, je dirais, de se mettre ensemble. Et du coup, c'est fondé cette association, donc Scènes d'enfance à Citège France, qui fut Scènes d'enfance et d'ailleurs et la Citège France, une association voilà, nationale et une association internationale qui, il y a quelques années, en fait, ont fusionné pour regrouper voilà, leurs enjeux. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, on a une association en fait, de professionnels de l'adresse à l'enfance et la jeunesse.
voilà, de l'auteur, danseur, évidemment musicien, plasticien éventuellement, mais plutôt, on est quand même plutôt dans le spectacle vivant, donc marionnettiste, acteur, metteur en scène, etc. On a un regroupement des artistes, des gens qui travaillent dans les lieux, des gens qui travaillent dans des organismes qui évoluent autour, qui se regroupent et qui en fait décident de porter ensemble les enjeux de la création jeune public au niveau national et international, à la fois dans des actions communes et puis aussi dans le dialogue aussi avec les partenaires que vous êtes. Merci. Oui, moi je vais parler vraiment de la toute petite enfance et reprendre la présence dans le public et la présence dans les discours de cette question de la transversalité, de l'interministérialité, mais aussi de la transversalité des métiers. On parle des artistes, on parle des professionnels de l'enfance, on parle de tout le secteur sanitaire et social, on parle du ministère de la Solidarité, du ministère de la Culture, vous en êtes les représentants. Et ça a démarré aussi donc dans des difficultés de communication et de mettre en commun, et en même temps, si c'est né à un moment donné, c'est qu'il y avait une histoire qui le permettait. Donc je fais moi le petit détour un tout petit peu par la genèse, puisque vous avez dit la genèse. Ça me semble important d'abord parce que vous êtes ce public-là, ces deux publics-là, on va dire, en le simplifiant, et que d'une certaine manière, si on revient aux années 70, il ne faut pas oublier que le diplôme de JE est de 72-73, il disait d'une certaine manière que les lieux d'accueil de la petite enfance, qui étaient avant historiquement des lieux de garde et de prévention de la mortalité infantile, donc qui s'étaient organisés avec cette priorité qui était une vraie priorité, et que au fil du temps et au fil de l'évolution de la médecine, je pense sans doute aux antibiotiques, tout simplement, on a pu dépasser cette question-là, et à ce moment-là est revenue la question que Sophie, tu as évidemment développée complètement, de la relation, de la présence des parents, de la présence des objets, des jeux, des jouets, etc. C'est-à-dire tout simplement de l'humanisation qui se passe par la présence de la culture vivante. Donc je le situe maintenant un petit peu avec le recul pour comprendre au fond qu'est-ce qui a rendu possible le fait que moi qui étais d'une famille d'artistes et engagé dans musicien intervenant finalement dans les années 70, eh bien je me suis retrouvé dans cet endroit-là. Mais ça ne suffit pas de dire ça. Parce qu'il y a eu d'abord les éducatrices, mais on ne parlait pas d'éveil culturel, on ne parlait même pas d'éveil. On parlait plus de motricité, d'écoute de l'enfant. Évidemment, c'était une nouvelle dimension, mais ça ne suffisait pas. Donc il y a eu aussi tout le travail des psychologues, on a cité Freud évidemment, Malaise dans la civilisation, le jeu, le jouet, après c'est Winnicott, c'est plein de formidables pédiatres ou psychanalystes, et puis c'est l'équipe des psychologues de Seine-Saint-Denis. Donc je salue Sylviane, puisque Sylviane Jampino a fait partie des psychologues de Seine-Saint-Denis et bien d'autres qui, ce sont elles finalement, j'intervenais à la NAPSI, l'association des psychologues il y a peu de temps, et justement en intervenant je me suis dit mais il faut rendre à chacun sa place. Ce sont elles, avec un médecin-chef formidable, qui était Jacqueline de Chambrun, ancienne résistante, qui travaillait autant sur le planning familial et l'accompagnement de l'émancipation des femmes et de la bataille sur l'avortement, que aussi de la PMI, de la prévention de cette question de la petite enfance. Donc ces psychologues ont fait un boulot formidable, et elles sont venues chercher qui ? Eh bien, des artistes, des petites, comme disait Madame de Chambrun, des petits machins qui poussaient, comme ça, dans une salle d'attente de PMI, il y avait une dame qui faisait de la danse ou je ne sais plus très bien. Et à un moment donné, pour promouvoir justement cette médecine-là de service public et de prévention, elle a cherché à rassembler et elle a répondu oui à ces psychologues qui voulaient refaire venir, c'est l'époque aussi de Dolto évidemment, refaire venir de la vie dans ces lieux-là. Or, la vie humaine, ça s'appelle la culture, et dans la culture, l'espace transitionnel, l'espace de la créativité, l'espace qui est essentiel à nos vies, celui de l'art, de la culture, de l'animisme, de la spiritualité, de la religion, de tout à différentes époques, ce qui donne du sens à nos vies, eh bien, c'est cet endroit-là. Donc les retrouvailles, ce n'est pas seulement, et là je voudrais me projeter aussi sur l'avenir, ce n'est pas seulement justement de mettre ces deux ministères et puis on va intervenir dans les lieux. J'ai envie d'utiliser le mot un peu plus révolutionnaire, je dirais, pour faire de la politique, et on en a tous besoin par les temps qui courent, eh bien justement de refaire société ensemble. Or, la petite enfance,
quelque part, c'est obligatoirement une projection des adultes sur leur futur, y compris d'assumer leur finitude et de se projeter dans l'avenir et, comme on dit, de donner le meilleur aux enfants, y compris ceux qu'on a l'impression d'avoir manqué. Et donc, dans cette époque, évidemment, il y avait le cheminement du ministère de la Culture, post-68, avec l'ouverture des lieux, la création des associations départementales à la musique et à la danse par le plan Landowski. Enfin, là, je fais de l'histoire de France quand même. Mais il en reste encore des choses, et surtout, ce qu'il reste, ce n'est pas forcément ce qu'on voit, c'est ce qui a été rendu possible, entre autres, et bien finalement, nous tous ici, et particulièrement pour nous, Enfance et Musique, évidemment, on est dans cette histoire-là. Donc, ça me semble vraiment important de resituer ce travail-là et que le premier protocole, parce qu'il ne faut pas l'oublier, de 89, est un protocole qui est historique parce que les deux ministères se sont mis ensemble et ont acté pour la première fois qu'ils avaient à travailler ensemble. Vous m'arrêtez, Aurélie, hein? Non, mais peut-être, pardon, mais juste avant, comment... Voilà, de votre intervention en PMI, enfin, vous dites souvent que Madame de Chambrin vous disait on ne va pas dire que vous êtes musicien, on va trouver. Alors évidemment, il fallait se cacher au début. Voilà, c'est ça. Puisque du côté, dans le champ social, il ne fallait pas parler d'éveil musical. Je me rappelle les premiers stages à Enfance et Musique, c'était éveil sensoriel, auditif et musical. Il fallait mettre un petit « et », mais qui le faisait passer presque comme ça, c'est en plus. Mais c'est d'abord l'éveil sensoriel. Il ne faut pas oublier que c'est l'époque où moi j'aime bien passer d'un champ à un autre. Il faut rendre hommage à Janine Lévy qui avec l'éveil du tout petit, autour de la psychomotricité, du mouvement. Voilà, il faut rendre hommage à beaucoup d'autres de cette époque-là ou avant, à Frédéric Le Boyer sur la naissance sans violence, à plein de gens vivants qui, à leur manière et dans leur métier, et puis toute la bande d'accès, hein, Tony Lenné, Marie Bonafé, etc., sur le livre. Alors, je redis, il y a nos camarades de la CEP qui sont là, les crèches parentales. Je trouve très intéressant de rappeler que les trois associations Enfance et Musique, Accès et la CEP sont nées en même temps. Or, la CEP, post-68, post-crèche sauvage de Sancier ou de la Sorbonne, ça, Daniel Rapaport le dit souvent d'ailleurs, ça a été l'aiguillon de cette place des parents. Ça ne veut pas dire qu'il faut que les parents soient partout, forcément, je n'ouvre pas ce débat-là, mais en tous les cas, ça veut dire quelque part la culture familiale. Ça veut dire la loyauté familiale, ça veut dire le besoin d'avoir la diversité des cultures, ça veut dire qu'on a une histoire individuelle et une histoire collective. Il y a une interprétation subjective individuelle à l'intérieur d'une culture commune. Et là où on fait de la politique, c'est on doit en faire, c'est qu'on est dans une période d'immense mutation, j'allais dire, qui doit advenir parce qu'elle a du mal à advenir. Vous citiez Morisot, vous citez Lucéran. Bon, il s'avère que je connais la famille Lucéran. C'est tous ces porteurs de sens et de signes qui nous parlent du rapport au monde et qui nous appellent à remettre l'humanité et à remettre l'humain d'abord, comme on dit, hein, l'humain d'abord. Hein. Or, aujourd'hui, on est bien dans une société qui, en mettant le développement, la croissance, la marchandise, la rentabilité, l'efficacité, la vitesse, on sait bien que, sans faire de politique politicienne, on va dans le mur. Et que donc, il ne va pas suffire de dire qu'il ne faut pas le faire. Il faut réinventer un monde. Et c'est là où ça ne peut pas être seulement les artistes qui débarquent dans les crèches, c'est forcément une réinvention et une évolution de nous tous, en prétendant, et aujourd'hui j'ai envie de le dire comme ça, je me ressens dans cette époque-là, et je pense que c'est le rôle des associations aussi, de l'éducation populaire, de la société civile, de dire que l'éveil culturel et artistique est éminemment porteur, en même temps d'un désir positif d'inventer. Il donne du sens, il donne envie de continuer, il donne plaisir, il donne imagination, il donne tristesse symbolique qui a du sens, désespoir assumé, etc. Puisque c'est tout ça, c'est pas seulement la télévision et rire et sourire, la culture, c'est assumer sa vie et sa mort donc, et la transmission. Et pourquoi pas, la culture peut-être, je pense qu'elle l'est. Moi, je suis né dans une famille de musiciens, chanter, c'était vivre. Hein. Donc, on chantait tout le temps. Les espaces et les lieux, il n'y en avait pas. C'était tout le temps, n'importe où, si on avait envie, c'est tout. Hein. Eh bien, d'une certaine manière, l'art et la culture... Alors là, je reprends... Je me suis fait une petite liste en me disant, mais attends, les JM France, les Jeunesses musicales de France, c'est grandir en musique. Scène d'enfance à Citège,
votre dernier édito, merci, c'est manifester pour la culture, pour ci, pour ça, etc. C'est un appel carrément à l'insurrection. Mais dans les états généraux, dans vos états généraux, c'est la création au cœur des projets de société. Mais on n'ose pas le mettre en avant, mais on le sait quelque part. Pour créer ce monde nouveau, il ne suffira pas seulement de limiter parce qu'il faut, d'interdire parce qu'il faut. C'est tout simplement parce qu'on va redonner du sens à la lenteur, redonner du sens au temps partagé, redonner du sens à oser parler spiritualité, mystère de la vie et projection sur des propositions, sur l'animisme, sur je ne sais quoi. J'ai entendu quelqu'un qui parlait de ça, une chercheur au CNRS, c'est pour ça que je me permets de prononcer ces mots-là. Mais Morisot nous appelle à retrouver un rapport à la nature qui est de cet ordre-là. C'est pas protéger la nature, nous sommes de la nature. Nous sommes partie prenante et nous sommes tous dans le mystère de la vie, si on veut comme ça aller simplement faire de la philosophie de bazar. Merci Marc. Je vais me tourner vers ma voisine en fait, pour lui demander en fait, quels sont selon vous les éléments structurants de cette mobilisation collective en fait, de vos différents réseaux. En fait, je crois que les éléments structurants, ça part vraiment de cette question, pour moi, alors on parlait tout à l'heure justement de la connaissance qui vient de l'expérience, c'est-à-dire d'oser la connaissance qui vient de là. Et de ne pas s'en contenter sans doute, mais de l'oser et de faire confiance à tous à tous les protagonistes de l'expérience. Donc quand on est du côté de la toute petite enfance, moi je vis beaucoup plus de manière concrète à l'endroit du théâtre Massalia, qui est une des scènes conventionnées art enfance et jeunesse à Marseille, qui a une histoire assez longue avec la petite enfance, que moi en fait j'ai rencontré en devenant la directrice de cette scène, parce que finalement ça existait avant que j'arrive. Et on est vraiment à cet endroit-là, c'est-à-dire qu'on a un réseau qui s'est créé dans lequel il y a des professionnels de la petite enfance et des professionnels de la culture, que ce soit depuis un lieu ou des artistes, et en fait on met en commun. Donc on fait confiance à chacun dans son expérience, et en fait on partage, et du partage on cherche les endroits d'intersection. Et pour moi, ça tient à des choses aussi simples que ça. Et on parlait tout à l'heure de entendre, écouter. Et je pense que c'est ça. Qu'un des grands endroits qu'on a tous, aussi, tu parles de lenteur et je te rejoins là-dessus, mais écouter. Enfin, je pense que c'est aussi, c'est-à-dire qu'à un moment, écouter dans le sens d'être en capacité de laisser de côté nos a priori et de pouvoir se faire bousculer par quelque chose qui s'énonce, dont on se demande effectivement comment on va faire avec ça, parce qu'on peut se retrouver dans des situations où à la fois du côté des professionnels de la petite enfance, on leur amenait des envies, des souhaits, et qui pouvaient bousculer un peu les pratiques du quotidien, et inversement bien sûr de nous entendre dire des choses sur le tout petit et leurs propres prérogatives et contraintes. Voilà, ça pouvait nous bousculer. Donc j'ai l'impression que ça tient à des choses très simples, mais qui sont sans doute un peu révolutionnaires, effectivement, parce que on n'est pas du tout dans l'organisation de la société dans laquelle on vit. Donc c'est pour ça que moi aussi, je crois fortement, en tout cas, au fait qu'à l'endroit de la petite enfance et au-delà, mais notamment de la petite enfance, on a des éléments pour refaire société ensemble. Parce qu'en fait, de toute façon, le tout petit, si on ne l'écoute pas vraiment, en fait, on passe complètement à côté. Il y a pas de, pour moi, enfin, voilà, il n'y a pas de mi-chemin. En fait, c'est où on est avec et à l'écoute, ou alors on fait semblant. Mais donc, à partir du moment où on se jette dans cette question de l'éveil culturel et artistique, où on l'entreprend en plus, effectivement, en prenant à la fois la dimension culturelle qui est en tout un chacun et la dimension artistique qui est celle que nous voulons amener, ça demande beaucoup d'écoute. Et les professionnels de la petite enfance, par exemple, dans nos endroits de réseau, etc., elles sont aussi les voix des tout-petits. Alors voilà, elles ont un double rôle, c'est peut-être plus difficile finalement que nous, qui parlons pour nos métiers, et elles s'expriment à la fois au nom de leur métier, mais aussi au nom des tout-petits. Donc voilà, je pense que c'est vraiment ouvrir. Et puis après, évidemment, il faut structurer, il faut partager avec les partenaires publics, il faut s'appuyer sur les politiques publiques ou aller faire en sorte qu'elles évoluent. Il faut se réjouir d'un rapport et puis de tout ce qui va avec, et d'une feuille de route et d'un protocole qui nous permettent d'avancer. Et on prend tout ça au fur et à mesure. Merci. Je voulais, Marc, je ne sais pas si vous voulez intervenir, mais peut-être poser une dernière question, voilà, plus simplement. Même si vous l'avez déjà évoqué, Marc, en fait, les perspectives qu'on peut sentir en fait,
Et aussi les attentes des acteurs, parce qu'on a beaucoup évoqué les attentes peut-être des enfants vues par le biais des acteurs, mais quelles sont les attentes des acteurs eux-mêmes, en fait, des professionnels, mais aussi des institutions, parce que si on est revenu là aussi, c'est pour cela. Ben moi, je dirais, là, je me positionne dans la suite, dans la même ligne. Je crois qu'aujourd'hui, il faut oser dire qu'il y a une contradiction. C'est-à-dire qu'on est étonné, à Enfance et Musique, de constater que malgré le manque de personnel, malgré le manque de remplaçants, malgré une certaine... Il ne faut pas cracher dans la soupe non plus uniquement. Il faut reconnaître ce qui est. Malgré une certaine déqualification en moyenne des professionnels, malgré plus d'enfants à gérer, donc plus de familles, avec les règles d'il y a une dizaine d'années, malgré la souffrance sociale que le Covid nous a révélée de manière absolument immense, on parle de l'hôpital, mais c'est la même chose dans les lieux d'accueil de la petite enfance, malgré le dernier arrêté d'il y a 3 mois qui autorise à embaucher des personnels sans qualification, même s'il y a des dispositifs, eh bien, il y a un désir incroyable de porter des projets presque impossibles à mettre en œuvre. Nous avons le sentiment, Enfance et Musique, ça a l'air d'être comme ça, un point d'humour, etc. Mais moi, je le dis avec gravité. J'ai le sentiment qu'on forme à l'impossible, de plus en plus. Et pourtant, eh bien, des projets se mettent en œuvre, et je pense que malgré cet impossible de réaliser les projets vraiment qu'on a envie, ça pousse tellement que ça irrigue les lieux d'accueil, ça irrigue les pratiques sociales, ça irrigue, ça multiplie les artistes qui sont en capacité d'intervenir au niveau de la petite enfance. Et comme il y a le protocole, eh bien, il y a de plus en plus d'institutions qui ont des crédits un peu solides, d'institutions du champ artistique et culturel, des grandes institutions, des grandes ou des petites, ce n'est pas la grandeur qui fait forcément le merveilleux, mais justement ce tissu riche qu'on a en France de musées, de scènes culturelles, etc., et mille et une autres institutions, les agences culturelles, etc., qui investissent la petite enfance et qui, sur leur budget de fonctionnement, eh bien, ont cette, je vais dire, ça va être un peu ambivalent, cette couche de plus de public, puisqu'on parle de public dans le champ culturel, eh bien, à atteindre, à toucher. Et comme ce public n'est pas un public, pourquoi il n'est pas un public ? Parce qu'il ne peut pas être seul. Comme le rappelait Sophie, eh bien, le tout petit né prématuré, il n'existe pas autrement que d'être avec un adulte qui lui garantit sa survie et qui, le mieux possible, le fait rentrer dans l'humanité par les interactions et à travers l'accès au langage. Donc je dirais que la formation en termes structurants, dans l'histoire de ces 40 ans en tous les cas ou plus, puisqu'on a commencé avec les psychologues de Seine-Saint-Denis, la formation dans les années 77-78, eh bien la formation n'est pas seulement une formation où je t'apprends ce que tu vas faire, je t'apprends un métier, non. Ce sont en même temps des retrouvailles, puisque chacun a une culture familiale singulière. Donc c'est en même temps, évidemment, la transmission, la remise en commun on va dire, d'expérience et de contenu. Je n'ai pas envie de dire de savoir. Ce sont des savoirs culturels, voilà, des savoirs qui viennent comme ça de la transmission en général. On remet en commun, et comme il y a ce décloisonnement, quelque part, il me semble comme ça, j'en parle comme ça, que ce sont des occasions de réinventer ensemble, parce qu'on s'échange des chansons, des manières d'être, des interprétations, parce qu'on se met devant une nouvelle œuvre ou une nouvelle comptine, par exemple, mais comme on est en 2023, et pas seulement à dire il faut absolument faire comme ça. Moi, j'avais fait la méthode Martenot autrefois, il fallait faire exactement comme on nous disait. Non, justement, on est dans l'échange créatif, on est dans le mouvement de la société réelle, qui est une société toujours en mouvement, où les hommes essayent de produire du sens, parce que les grands systèmes de sens, qui étaient les religions, etc., où les grands systèmes politiques se sont cassés la figure, pour parler simple. Et que donc, quelque part, la projection sur l'avenir, c'est cet espace-là qui peut donner du sens et nous permettre d'assumer aussi, en tous les cas est essentiel pour assumer une transformation civilisationnelle qu'on sait devoir être radicale. Radicale au sens de transformer beaucoup de choses. Alors, si moi aussi, je dois aller dans le droit de l'attente des acteurs, évidemment, je ne peux que souscrire à tout ce qui vient d'être dit. Ajouter peut-être 2 petites choses. La première, c'est qu'effectivement,
à notre endroit, en tout cas de Scènes d'enfance à Cité France et des professionnels du côté artistique et culturel, effectivement, on part toujours de la création et qu'on opère finalement à l'endroit de la petite enfance la même démarche qu'ailleurs, mais avec là aussi des attentions particulières, c'est-à-dire que c'est de la rencontre entre l'artiste et l'enfant que naissent nos démarches, et que c'est aujourd'hui, je crois aussi, on a du côté de la création à l'adresse de la toute petite enfance une qualité d'adresse multiple aux adultes aussi, dans lequel pour moi il y a quelque chose de très très précieux. C'est-à-dire qu'en fait, effectivement, on accueille un tout petit qui ne vient pas seul au théâtre ou ailleurs, au musée, etc. Mais du coup, c'est aussi un moment où en fait on cultive le lien parent-enfant, et ça, je crois que c'est une chose à laquelle on aime contribuer. C'est-à-dire que voilà, on entendait tout à l'heure qu'effectivement, ça commence à cet endroit-là. Et je crois qu'une des choses où on a besoin en fait aujourd'hui de cette conviction partagée qu'en fait la création à l'adresse de la toute petite enfance, elle a besoin d'être accompagnée, produite, mise sur des scènes. Et il y a encore beaucoup dans le monde du spectacle vivant, par exemple des gens qui ont des difficultés à programmer à l'adresse de cet âge-là. Parce que ça demande à la fois des moyens spécifiques. C'est une chose très pragmatique. Quand on s'adresse à des tout-petits, on met 40 personnes à chaque représentation. Donc ça veut dire que l'économie de la chose, elle est très compliquée. Voilà. Je me permets de dire ça parce que je pense que c'est important, il faut oser aussi aller là-dessus. On a besoin d'un vrai accompagnement à cet endroit-là parce que ça n'est pas possible autrement. On cultivera de la bonne façon et on créera au bon endroit. Donc du coup, en acceptant ces contraintes-là, mais du coup ça fait qu'effectivement il y a un certain nombre de lieux, quand même assez conséquemment, qui ne se sentent pas à l'aise avec l'idée de programmer pour les tout-petits pour des raisons économiques, mais pas uniquement. Parce que ça demande aussi un savoir-faire. Accueillir des gens qui viennent soit en groupe, soit en famille, avec aussi cette question très compliquée de... qu'est-ce que je fais si mon enfant crie, etc. Moi, je me suis vu encore il n'y a pas longtemps rattraper une femme qui partait d'un spectacle avec le sentiment que son enfant était pas du tout... Oui, en tout cas, tu vois, c'était mal comporté et elle ne reviendrait pas avant un moment parce que vraiment, il avait été pénible. Et en fait, en la voyant sortir, je l'ai accompagnée très très longtemps pour le temps de la défaire de cette idée. Parce que je me disais, c'est pas possible en fait qu'elle reste là-dessus. Et j'ai vécu cette expérience moi-même, donc je vois très bien. Donc voilà. Donc ça demande, là aussi, on est à un endroit de soins et de travail sur une petite échelle et sur un temps ralenti, qui nous fait tellement de bien. C'est comme quand Philippe Bauteloup nous fait chanter. Donc du coup, voilà, ça, il faut en prendre soin. On a un terreau là pour tout le reste, mais il faut en prendre soin. Et la dernière chose que je veux dire là-dessus, c'est, je pense qu'il y a énormément de choses dans le travail entre les deux ministères qui ont beaucoup avancé. On a besoin que vous nous accompagniez pour embarquer davantage, ça existe déjà, on se l'est dit ce matin, mais davantage les collectivités. On en parlait avec mon camarade Laurent Dupont tout à l'heure. C'est très important, c'est-à-dire que c'est inégal. Ça existe, et sans doute dans cette salle, il y a des gens qui sont là parce qu'ils sont déjà convaincus, mais la question, c'est comment on embarque tous ceux que la petite enfance concerne sur les territoires, notamment au niveau des collectivités, municipalités et départements en particulier. Là, je pense qu'effectivement, on a une vraie attente. Merci pour cette transition formidable, puisque nous allons accueillir pour la deuxième partie de cette table ronde Isabelle Laveste, adjointe au maire de Clermont-Ferrand et vice-présidente à la métropole, Valérie Granier, bibliothécaire, coordinatrice, vous pouvez venir, petite enfance au sein du service transversalité de la direction de la lecture publique départementale au département de l'Hérault, et Mayalène Ayron, directrice du projet des 1000 premiers jours de l'enfant au secrétariat général des ministères sociaux. J'ai oublié de présenter mon collègue, mon acolyte en fait de la politique interministérielle. Je ne me suis pas présenté moi-même. Donc Jean-François Pierre, je suis l'adjoint chef du bureau des familles et de la parentalité au ministère des Solidarités, l'Autonomie et des personnes handicapées. Donc c'est très long. Mais en gros, notre service s'occupe de la politique en faveur de la petite enfance et aussi du soutien à la parentalité. Voilà. Et donc en ce moment, notre activité aussi, c'est le service universel d'accueil du jeune enfant à venir. Comment s'y insérer cette politique d'éveil artistique et culturel en fait dans les pratiques des professionnels avec différents outils dont on dispose. Là, je parle d'un point de vue très administratif, mais aussi dans les orientations nationales, puisqu'on s'est quand même doté d'une charte nationale qui a été distribuée dans le petit sac que vous avez eu. Je vous invite à garder d'ailleurs, ne pas jeter ce papier-là. Et voilà, donc je parlerai un petit peu tout à l'heure des questions de formation, mais quand viendra mon tour.
Jean-François est très discret, mais vous ne pouvez pas savoir le nombre de temps où on passe au téléphone à se dire voilà, on pourrait faire ça, on va faire des stratégies dans ce temps-là. Enfin, en tout cas, je voulais le remercier vraiment vivement de cette collaboration depuis 5 ans qui nous amène aujourd'hui à la réussite, je crois, de cette politique. Mais on en reparlera plus tard et on en reparlera l'année prochaine, puisque on va vous mobiliser par la suite aussi pour réécrire le nouveau protocole. Voilà, donc c'est une intention qui va passer du collectif sur cette écriture de nouveau protocole. Madame, alors mesdames, en tout cas vous représentez aujourd'hui les différents échelons politiques investis dans le domaine de l'éveil artistique et culturel, la commune pour Madame Laveste, le département pour le département de l'Hérault, Madame Granier, et l'État pour vous, Madame Ayron. Madame Laveste, si vous voulez bien commencer. Donc vous représentez aujourd'hui la ville de Clermont-Ferrand. On en parle beaucoup et en plus aujourd'hui ici au centre Pompidou, cela fait sens. Est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu la genèse de l'engagement de la commune, en tout cas pour l'accès et la participation à la vie artistique et culturelle des enfants, cette idée de créer une ville à hauteur d'enfants? Oui, je crois que c'est le point de départ de la politique, même si maintenant on a des outils. Je crois que la première chance, en tout cas pour moi, en tant qu'adjointe et VP Culture sur la métropole, c'est d'avoir un maire qui a été adjoint à la culture de cette ville. Donc quand Olivier Bianchi est arrivé en 2014 maire de Clermont-Ferrand, et moi pour le coup adjointe et VP, il était déjà inscrit dans le programme politique que la culture et l'enfance, et justement tout ce projet de la ville à hauteur d'enfants, serait vraiment le fil conducteur de ce premier mandat politique. Pour faire très rapide, dans les 2 mandats d'adjoint à la culture d'Olivier Bianchi, il y avait eu un gros travail de fait sur les équipements structurels. On était vraiment structurant et structurel d'ailleurs. C'était la construction d'une scène de musique actuelle, c'était la création d'une scène nationale et d'un grand théâtre. C'est un lieu de construction pour le théâtre aussi qui est assez unique en France. Voilà. C'était la remise à niveau aussi de tous les groupes scolaires. C'est 70 écoles pour la ville de Clermont-Ferrand. C'était aussi la création d'un réseau de lecture publique à l'échelle métropolitaine, totalement intégré, ce qui est quand même assez fou, avec 15 bibliothèques, plusieurs bibliothèques spécialisées, mais c'est aussi la création de ce réseau, la remise à niveau des équipements et déjà les prémices d'une politique autour de la petite enfance qui commençait à naître dans ces lieux, qui nous a sans doute effectivement aidé à avoir cette prise de conscience et de dire on a envie de ce lieu. L'idée au départ, elle est vraiment une intuition du maire de dire on va bétonner sur l'enfance, en tout cas ce qui est de l'ordre de nos compétences, c'est-à-dire de la classe maternelle, on va dire au CM2. Donc on a mis en place avec la direction de l'enfance et mes collègues, direction de la culture, direction de l'enfance, les parcours culturels pour faire en sorte qu'idéalement un enfant du CP au CM2 ait à peu près croisé tous les lieux, toutes les disciplines autour de parcours, images, son, musique, patrimoine, architecture, voilà. Et ça marchait fort bien. Et il y avait ce maillon faible de la toute petite enfance. Et l'idée qu'avait Olivier Bianchi, c'est qu'on regardait un peu ce qui se passait ailleurs. On disait, bah oui, on a un Pompidou Metz, un Louvre-Lens. L'idée, au départ, était peut-être d'avoir l'outil supplémentaire. Et en fait, dans la genèse, on s'est dit, on en a l'envie. On va aller chercher des compétences et on s'est effectivement rapproché du centre Pompidou, ce qui était déjà pour nous d'une audace folle, parce qu'aujourd'hui tout ça nous semble très évident, mais à l'époque cette ville de Clermont-Ferrand qui se déclarait capitale pour la capitale européenne, mais on est en 2014, on est toujours dans la course, rassurez-vous, et là ça s'approche, mais c'était quand même un projet pour 2028. Mais tout ça, moi, jeune élu à l'époque, et en tout cas nouvelle élue, plus que jeune, mais ça me donnait vraiment beaucoup de peps, d'énergie et d'audace pour aller franchir les portes. Et les collègues de la vie associative, parce que ce qui était encore incroyable dans cette histoire, c'est qu'on avait presque une culture à 2 vitesses.
Moi, j'étais une adjointe à la culture, sur la culture, on va dire, conventionnée, et nous avions encore, à l'époque, une direction de la vie associative, mais qui portait aussi les centres socioculturels et d'autres formes de culture. C'est plus le cas aujourd'hui, je vous rassure, on a rectifié le tir, parce que vraiment, la culture est une seule identité, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je porte le centre. Mais je rends hommage aux collègues qui l'ont porté, qui sont allés voir le centre Pompidou, et qui ont, du coup, repensé le projet. Et l'idée, ça a été de dire, oui, on a envie de travailler sur la toute petite enfance, et peut-être que le lieu n'était pas le bon point de départ et la porte d'entrée. Et on ne s'est pas focalisé sur le lieu, parce que d'ailleurs, ça nous faisait très peur en termes de moyens, politiquement. Les collègues se disaient, ah bah oui, encore un outil. On construisait dans le même temps un très gros théâtre qui est la Scène nationale et qui est vraiment une vraie réussite, et un projet d'une grande bibliothèque métropolitaine sur un ancien hôtel-dieu. Donc à l'investissement, on se sentait un peu serré. Et finalement, prendre la chose différemment en disant, on va partir des publics, on veut effectivement la petite enfance, on veut les parents, et puis on veut quelque part qu'il y ait cette rencontre avec l'art. Et aujourd'hui, c'est vraiment l'enfant et la famille et cette forme de parentalité qui est au cœur du projet, et pas un lieu d'art qui accueillerait par ailleurs les familles. Et ça a complètement changé la physionomie de ce projet Mille Formes. On a avancé finalement en se disant, on va faire une préfiguration dans un centre socioculturel existant, ce qu'on a mis en place. Et là, on a pu rencontrer les familles, les enfants. Par ailleurs, on montait des états généraux de la culture pour prendre aussi la température de ce projet capitale européenne, de l'attente des familles, et de savoir que l'enfance et la toute petite enfance étaient vraiment pour nous le bon point de départ. Donc une préfiguration dans un lieu, finalement un lieu qui est une friche d'un ancien supermarché Leclerc Vêtements à 2 encablures d'une station de tram. Voilà, l'alignement de planètes, j'allais dire, d'une volonté politique, d'une rencontre avec des équipes qui ont joué le jeu, où on a aussi adapté nos envies et nos langages. Les gens très spécialistes du Centre Pompidou, et que ce soit Sarah Matera, qui intervient dans une autre table ronde de l'autre côté, mais en tout cas qui est la directrice du centre, qui était au Centre Pompidou, qu'on a arraché de ce Centre Pompidou, ainsi que Patrice Chazotte, qui était le directeur adjoint des publics ici à Paris, et qui gère le projet Capital. C'est un bon signe. C'est-à-dire que le Centre Pompidou ne nous a pas juste vendu un vadémécum et des conseils, ça a été vraiment un work in progress, et un projet qu'on a mené ensemble, et qui fait qu'ils ont eu envie aussi de rester dans cette ville formidable. Merci beaucoup. On reviendra sur le projet par la suite. Je vais passer la parole à Madame Granier pour le département de l'Hérault, qui est un département qui a le label Première Page du ministère de la Culture. La structuration de votre action, en fait, pour l'accès aux livres et à la lecture dès la toute petite enfance a aussi suivi un développement progressif. Vous nous direz depuis combien de temps. Est-ce que justement vous pouvez nous présenter un petit peu ce passage de l'action des bibliothécaires jeunesse à la création d'instances que je ne vais pas peut-être dévoiler, mais de l'observatoire, des comités de pilotage, comment tout cela s'est structuré dans un département? Alors, tout ça s'est structuré assez graduellement. On a commencé à développer les actions livres et petite enfance à partir de 2001, avec l'arrivée d'un nouveau directeur à la médiathèque départementale. Et il y avait fort à faire, pour ne pas dire qu'il y avait tout à faire. Donc nous avons commencé à travailler tout d'abord sur les collections, sur les livres, sur le choix de livres. Nous avons créé des valises petite enfance. Alors quand je dis des valises, c'est des valises assez lourdes parce qu'elles contiennent chacune une centaine de livres pour les tout petits. Et nous les avons prêtés donc, dans le département, à la fois sur le réseau de lecture publique, puisqu'on a 237 relais, bibliothèques relais, mais aussi dans les lieux d'accueil petite enfance. Nous avons aussi proposé à partir de 2001 une journée petite enfance. Alors je précise qu'elle était d'abord une journée professionnelle, et puis qu'au fil du temps justement on s'est dit mais pourquoi professionnelle? Pourquoi on ne s'adresserait qu'aux professionnels alors qu'il y a les parents et ils ne sont pas quantité négligeable. Voilà, donc désormais on ne l'appelle plus journée professionnelle mais journée petite enfance.
Nous avons aussi développé des rencontres avec les professionnels, avec les parents en bibliothèque pour parler de la lecture aux tout petits. Des spectacles petite enfance parce qu'il nous paraissait assez évident qu'il fallait aussi travailler avec les compagnies et les compagnies locales notamment. Et puis on a aussi développé donc bien les partenariats. Partenariat au sein du conseil départemental de l'Hérault avec notamment le service formation de la PMI, parce qu'il y avait une formation obligatoire aux assistantes maternelles, et puis la question se posait de qui allait intervenir autour du livre. Alors que les professionnels qui pouvaient intervenir, ils étaient là sur place, c'était les bibliothécaires petite enfance de la médiathèque départementale. Donc très rapidement, nous sommes intervenus dans cette formation obligatoire des assistantes maternelles. Et puis nous avons développé aussi des actions dans les agences départementales de la solidarité parce que il y avait les enfants et puis il y avait les parents. Donc c'était très important. Et au-delà des services du conseil départemental, nous avons aussi travaillé bien évidemment avec les RAM, désormais relais petite enfance, mais aussi avec le CHU. Voilà un petit peu comment nous avons travaillé. Et puis donc ça à partir de 2001. Et puis 2008, une date très très importante pour le département, puisque là nous avons créé un partenariat avec Accès. Et nous avons mis en place avec Accès, avec le soutien précieux d'Accès, l'Observatoire de la lecture individuelle aux tout petits. Il en existe 3 en France, et donc il y en a un dans l'Hérault, on n'en est pas peu fiers. Alors cet observatoire, il était ouvert au départ aux bibliothécaires. Et puis pendant plusieurs années, Accès nous a quand même fait remarquer que ce serait bien de l'ouvrir aux professionnels de la petite enfance. Et ça a été chose faite en 2012 quand nous avons ouvert un très très beau site sur Montpellier qui est le domaine départemental Pierre-Vive, qui nous a permis à la fois d'avoir une bibliothèque ouverte au public, c'est assez peu courant pour les bibliothèques départementales. Et puis surtout, on avait des lieux qui nous permettaient aussi d'accueillir à la fois pour ces observatoires de la lecture individuelle aux tout petits, à la fois des bibliothécaires et puis à la fois les professionnels de la petite enfance. Voilà, donc depuis, je peux dire quand même que depuis 2008, le travail autour de la lecture individuelle, c'est-à-dire l'attention qu'on porte aux enfants, le fait qu'ils puissent choisir leurs livres, qu'ils puissent bouger, alors, tout en écoutant, parce qu'il faut bien... On en est tous, je pense, convaincus, mais un enfant, il écoute même quand il marche. Eh bien, le travail autour de la lecture individuelle, c'est un peu le fil rouge de notre travail en direction de la petite enfance. Et puis, nous sommes allés encore un peu au-delà dans le travail avec les partenaires, puisqu'à partir de 2018, on a réfléchi au fait qu'il fallait non pas travailler à côté les uns des autres, mais travailler ensemble. Donc, on a créé un comité départemental livre et petite enfance, que la médiathèque départementale coordonne, avec à la fois des élus. Donc nous avons 2 vice-présidents qui font partie de ce comité départemental livre et petite enfance, mais aussi la crèche du conseil départemental, la coordinatrice des relais petite enfance, la libraire, notre libraire partenaire, bien entendu des bibliothécaires, et j'insiste sur le fait que les bibliothécaires, ils sont représentants de l'ensemble du département, puisque le département de l'Hérault, il y a un secteur assez urbain autour de Montpellier, mais il y a aussi une partie en grande ruralité sur l'ouest du département, donc c'était important d'avoir des personnes ressources sur l'ensemble du département, à la fois bibliothécaires et puis aussi les relais petite enfance. On travaille aussi au sein de ce comité départemental avec les agences départementales de la solidarité et puis aussi avec encore et toujours le service formation PMI. Voilà. Je pense que je n'ai oublié personne dans ce comité départemental. Vous aviez choisi quelques visuels peut-être Alors là, c'est le site le domaine départemental de Pierre-Vive qui est basé à Montpellier, dans un quartier sensible de Montpellier qui est le quartier de la Mosson. Voilà, ouvert au public en 2012 avec à la fois les archives départementales et la médiathèque départementale. Là, c'est l'espace jeunesse
où nous accueillons donc à la fois les familles, mais aussi les structures petite enfance de proximité et les assistantes maternelles, et avec cet arbre qui intéresse beaucoup les enfants, qui aussi leur permet une grande motricité, voilà, pendant que nous lisons. Et là, donc, on est sur l'espace des tout petits aussi, puisqu'il y a des bacs à hauteur d'enfants et où ils peuvent justement... ils peuvent s'agenouiller, ils peuvent sortir tous les livres, etc. Voilà, donc un enfant lecteur. Alors, j'ai peiné à trouver une photo où on ne voyait pas trop un enfant, on ne le reconnaissait pas. Voilà. La problématique. Et puis, à force de dire aussi aux assistantes maternelles qu'on ne souhaite pas qu'elles prennent des photos pendant le temps de lecture, parce que ça, on a beaucoup de mal, et bien on se rend compte qu'on n'a pas de photos sur les temps de lecture, ou alors très peu. Voilà. Tant pis pour nous. Voilà, donc là, c'est une action qu'on a menée aussi avec le comité départemental qu'on appelle Graines d'Histoire d'ailleurs, un travail avec Corinne Dreyfus qu'on a mené pendant 2 ans. Donc on a fait une expo à hauteur d'enfants, et ça je ne l'ai pas encore évoqué, mais c'est un travail avec le bus PMI. Les livres sont présents dans le bus, et puis surtout c'est qu'on forme les équipes. Oui. Alors là on est un petit peu dans un temps transitoire, parce que ça c'est un nouveau bus PMI, les équipes sont en train aussi de se reconstituer, oui. Et on a envie encore d'aller un petit peu plus loin, et puis les équipes aussi changent beaucoup, mais en tout cas il y a un vrai accompagnement. C'est pas seulement mettre des livres dans le bus comme un prétexte et dire voilà, on a fait ça, on est content. Non, pas du tout. C'est vraiment un accompagnement, pourquoi on le fait, et puis le but c'est que le livre arrive au plus près des familles, et encore une fois dans tous les secteurs du département. Et je crois que la formation est un sujet essentiel, en tout cas, et la formation interprofessionnelle pour arriver, en tout cas, à cet accès du livre. Et je pense que Jean-François, justement, je vais dire tu peux peut-être évoquer tout le plan Enfance Égalité qui a été mis en place ces 2 dernières années autour de la formation, qui avait aussi cette volonté d'avoir des temps de formation intercatégoriels. Oui, tout à fait. Alors, au-delà sur la question de la formation, c'est vrai que depuis que le protocole a été signé, un certain nombre de diplômes ont été rénovés. Donc, je pense au diplôme d'éducateur de jeunes enfants, à la formation aussi des assistants maternels, et on a à chaque fois essayé d'inscrire dedans en fait une partie un peu modeste, il faut le dire, parce que les temps horaires sont contraints, mais une partie quand même assez visible, en tout cas, sur l'éveil artistique et culturel du jeune enfant, pour en faire quelque chose d'évident en fait pour le futur professionnel de la petite enfance. Évidemment, quand on réforme des diplômes de la petite enfance, on ne vise que les nouveaux arrivants, qui sont insuffisamment nombreux, du fait de l'augmentation aussi de l'offre d'accueil et une tension d'une pénurie, on le sait, avec le nombre de postes vacants. C'est pour ça qu'en fait, il faut agir sur la formation continue, la formation des plus de 500 000 professionnels en activité, constitué essentiellement d'assistants maternels, ce qui est quand même assez particulier, je pense, par rapport à l'éducation nationale, où on a les enseignants, les ATSEM. Nous, en fait, on a beaucoup de personnes en fait, qui interviennent finalement auprès des enfants chez elles, et qui sont accompagnées par des professionnels qu'elles vont aller voir donc, dans les relais petite enfance, et aussi dans les bibliothèques, dans les musées. On sait qu'elles fréquentent beaucoup en fait, les lieux culturels. En fait, quand il y a des enquêtes qui sont menées sur les publics en journée, elles sont là. Bon. Donc ça, c'est vraiment une très bonne nouvelle. C'est un premier point, mais ça ne suffit pas en fait. Il faut vraiment aller au-delà de ça, de dépasser en fait peut-être le goût qu'ont certaines personnes, en fait, certains professionnels pour la culture, et aller un peu plus au-delà. Et donc la stratégie pauvreté en fait de 2018-2022, donc c'est sa dernière année, remplacée par le pacte des solidarités annoncé avant-hier, je crois, voilà. Donc assez récemment. Et Maï-Hélène a beaucoup œuvré à la stratégie pauvreté, donc j'en profite voilà, pour la remercier aussi pour tout ce qu'elle a fait dans le passé. Donc voilà, donc la stratégie pauvreté en fait voulait agir sur dès le plus jeune âge en fait, en formant mieux les professionnels sur la question du langage en fait. Et évidemment, on le sait, les problèmes de langage des enfants finalement sont pas forcément des problèmes dans tous les cas en fait. C'est surtout dû au fait, d'après les études, que les enfants des milieux populaires sont moins exposés en fait à la lecture que les enfants des milieux aisés, tout simplement parce que leurs parents leur lisent moins d'histoires. C'est vraiment tout simplement aussi simple que cela. Et pour agir en fait, voilà, pour peut-être
contrecarrer un peu cet effet un peu social en fait. Donc le plan de formation en fait à destination des professionnels de petite enfance en fait a un axe sur l'éveil artistique et culturel et un axe sur le langage qui permet d'agir en fait sur le langage d'une part évidemment et de manière plus générale sur l'environnement culturel de l'enfant. Il contient aussi d'autres thématiques de formation comme l'alimentation et la nature, je pense. Voilà, c'est quelque chose d'assez important, le contact avec la nature. Alors évidemment, dit comme ça, on a l'impression que c'est séparé du reste, mais non, pas du tout. C'était plutôt pour amener en fait le contact avec la nature dans les activités pédagogiques et de ne pas simplement faire d'une sortie extérieure une simple sortie extérieure. Donc que ce soit intégré en fait au projet d'accueil en fait des professionnels et des structures. Donc on a construit un parcours national de formation grâce à un référentiel de qualité élaboré par au Conseil de la famille, de l'enfance et de l'âge en 2019 et aussi à cette charte dont j'ai fait la publicité tout à l'heure que vous avez dans votre sac. Merci. Alors ce plan de formation en fait il repose sur deux parties, une partie nationale avec un volet national évidemment, avec des conventions avec les organismes qui financent ces formations. Qui ont des noms un peu techno, donc l'OPCO Uniformation, l'OPCO Entreprise de Proximité, l'OPCO Santé, l'APNI IPRR. En fait, tous ces organismes-là en fait, ont pour certains des catalogues de formation et d'autres en fait, ne font que financer les formations que suggèrent les employeurs. Et donc avec eux, on a identifié quasiment 180 modules de formation qui correspondent en fait aux attendus de notre parcours national de formation. Il y a 28 modules de formation qui portent sur les arts et la culture. Il y a environ à peu près 4 par partenaire. Donc il y a déjà à peu près 70 000 personnes qui sont parties en formation entre fin 2020 et début 2022. A priori, puisqu'on il y a encore une année en fait, complète qui n'a pas compté, je pense qu'on devrait atteindre les 100 000 d'ici la fin de l'année 2022. Et je n'ai pas d'informations là-dessus, mais certainement qu'on va étendre aussi le plan de formation l'année prochaine, donc avec un nouveau volet de personnes qui partiront en formation. Et au niveau local, et c'est peut-être aussi là finalement qu'ont été faites les choses les plus importantes en fait au niveau local, un certain nombre de projets portés par des acteurs locaux, des fois soutenus par la DRAC en fait, ont permis en fait d'améliorer la formation des professionnels, mais surtout d'inscrire dans des projets pour que la formation soit pas seulement à un moment un peu différent en fait du temps très, très contraint qu'ont les professionnels, mais qu'ensuite il se passe quelque chose qui ne se résume pas à l'apprentissage de nouvelles compétences qui sont nécessaires, mais qui ne sont pas suffisantes en fait, pour changer les choses au quotidien. Et donc là, on avait eu 9 millions d'euros comme sur 3 ans, ce qui est quand même assez conséquent. Et il y a à peu près 260 projets qui ont été financés pour en gros 40 000 départs en formation. Donc ça, c'était vraiment une très bonne chose et je vais m'arrêter là pour laisser la parole à mes voisines. Oui, et puis ce qui est important, c'est cette articulation en effet des territoires, comme tu le disais, avec le soutien et l'engagement des directions régionales des affaires culturelles. Tu as dit la DRAC, mais tout le monde ne connaît pas l'acronyme. Et cette relation avec les commissaires à la lutte contre la pauvreté, cette relation avec les agences régionales de santé, des relations qui date depuis plus de 20 ans avec les agences régionales de santé, autour de l'engagement, de la participation et l'accès à l'art et à la culture pour les publics, et qui a pris une nouvelle dimension ces 2 dernières années avec le travail de la stratégie pauvreté, mais évidemment aussi avec l'ensemble du travail qui a été développé pour le plan de la politique des 1000 premiers jours. Et donc Maïalène Ayron, vous êtes directrice de projet des 1000 premiers jours. Vous avez accompagné la commission des 1000 premiers jours et aujourd'hui vous orchestrez un petit peu ce plan gouvernemental. Comment, selon vous, on a réussi à passer cette volonté d'argumenter l'investissement public pour la petite enfance à ce déploiement d'une politique qui s'attache à la santé globale de l'enfant, et une politique qui a embarqué quand même pas mal d'acteurs, de ministères, et je pense aussi aux acteurs comme Santé publique France. Voilà. Enfin, est-ce que vous pouvez un peu nous donner ces éléments de passage ? Peut-être, bonjour. Peut-être déjà faire un petit historique sur ces 1000 premiers jours, puisque Sophie n'a pas pu en parler, donc ça m'a laissé complètement l'espace pour le faire. Rappeler en quelques mots, puisqu'on ne l'a pas fait jusqu'ici, que c'est un concept qui existe depuis un moment, qui notamment est porté par l'OMS, l'UNICEF, et qui part du principe que
de l'importance de cette période pour l'enfant, non seulement pour sa santé actuelle, mais aussi pour la santé de l'adulte qu'il va devenir, et santé au sens global, et quand on parle y compris de la santé culturelle d'ailleurs, c'est ce que je me disais en disant tout ce qui est développé là en termes d'éveil artistique et culturel aussi augure, et à travers tout ce on sait, et là on s'appuie aussi sur des connaissances scientifiques, sur la sensorialité, la motricité, toute la perspective de la sensibilité, sur la relation qu'il va développer avec ses parents, donc sa santé culturelle, par exemple, en tant qu'adulte. Donc c'est un concept qui rejoint, et là je pense que vous en êtes tous à la fois les témoins, les acteurs, des initiatives qui existent depuis très longtemps. Là on parlait d'un protocole, mais on parlait d'autres initiatives des années 70, donc des initiatives portées par des professionnels, des instances. Et en fait, en 2019, une commission a été lancée, une commission qu'on a appelée la commission des 1000 premiers jours, qui était présidée par Boris Cyrulnik et qui avait un mandat assez large en fait et assez ambitieux de refondre la politique de la petite enfance à travers une lettre de mission qui détaillait, mais quand même l'ambition était posée, avec donc un spectre très large de réflexion, d'échanges, et des profils assez différents, on va dire. Aujourd'hui, vous avez 2 représentants de cette commission, avec des débats qui ont été aussi avec des points de vue assez différents, mais qui ont permis quand même de faire sortir un rapport, donc on appelle le rapport des 1000 premiers jours, en 2020, après la crise du Covid, et surtout, à travers ce rapport, de mettre en avant cette approche globale et transversale, et ça, je pense que ça a été dit. Et on le voit à travers les différents témoignages, on le voit dans une collectivité locale, l'approche entre la culture, la petite enfance, la santé et la lecture, mais on pourrait dire l'urbanisme aussi, on pourrait aller beaucoup plus loin, l'activité physique, on pourrait aller comme ça beaucoup plus loin sur cette transversalité et cette approche globale pour vraiment se centrer sur le développement de l'enfant, sur sa sécurité et tout le contexte qui fait qu'en effet, il va, on va dire, connaître un développement lui permettant d'être donc un adulte, on va dire, heureux, c'est ce qu'on souhaite, et dans le contexte dans lequel il vit, avec une ambition forte quand même, je crois qu'on le redit, on l'a redit là par rapport à la stratégie pauvreté, de lutter contre les inégalités sociale et de santé dès le plus jeune âge. Donc on avait cette ambition-là, à travers cette commission, ce rapport qui a été remis. Après ce rapport, alors il y a eu une première annonce qui a été certainement la plus connue, c'est l'allongement du congé paternité, mais a été adoptée une feuille de route à travers 5 axes, en fait, qui correspondaient à une approche justement transversale de ces 1000 premiers jours, aussi bien à travers un parcours un peu universel pour l'ensemble des enfants et des parents de ces 1000 premiers jours. Je ne vais pas revenir sur le détail des mesures, mais avec aussi une déclinaison en fonction des vulnérabilités qui avaient notamment été identifiées dans le rapport. Vulnérabilités d'ordre à la fois économique et social, mais aussi d'ordre psychique, qui pouvaient aussi être liées par exemple à la situation de handicap. Et à travers cette feuille de route, pour cette mise en place, on a mis en place au niveau national une gouvernance, dont vous faites partie, on peut le dire, où on s'est réunis de manière très régulière pour réfléchir sur la manière dont on pouvait donc passer d'un concept, d'un rapport, de recommandation, d'une feuille de route, à la mise en œuvre de mesures et aussi, je crois que, et vous pourriez en témoigner, à une approche qu'on essaie nous-mêmes de faire bouger et de partager de manière collective. Alors on a autour de la table à la fois les ministères sociaux, alors aujourd'hui qui ont été scindés, mais en fait qui correspondent au ministère de la Santé et de la Prévention aujourd'hui, le ministère de la Solidarité et de l'Autonomie des personnes handicapées, on a le ministère de la Culture, on a par exemple le secrétariat général au comité interministériel au handicap, la délégation ministérielle à la santé mentale, on a les caisses de l'État, donc la CNAF et les CAF que vous devez connaître, la CNAM et les CEPAM. Donc vous voyez une multitude d'acteurs qu'on réunit aussi pour faire vivre aussi et réfléchir cette question des 1000 premiers jours. Ce qui a été, moi j'ai beaucoup aimé ces différents termes parce qu'on les retrouve complètement sur cette question des 1000 premiers jours.
c'est qu'il y a un enjeu sociétal, et je pense que c'est aussi, je dirais que dans ces derniers mois, on a pu voir les évolutions, la mise en œuvre réelle des différentes actions qui avaient été identifiées, c'est parce qu'on a réussi à faire converger différentes initiatives et remettre cet enjeu sociétal de la petite enfance au cœur du débat, en tout cas à un autre niveau que ce qu'il avait été mis en avant jusqu'à présent, soit enfermé dans un enjeu social, soit enfermé dans un enjeu médical, soit enfermé dans un enjeu culturel, et en essayant de le regrouper. Ça reste audacieux et c'est pas gagné encore, moi je considère qu'il y a encore beaucoup de choses à faire, il y a des dynamiques sur le territoire, mais il y a encore beaucoup de sensibilisation à faire dans cette transversalité, certainement pas auprès de vous qui êtes là, mais qui êtes plutôt des ambassadeurs pour convaincre, parce qu'on est sur une réconciliation de différentes approches, de différents lieux, et ça on l'a dit, évidemment de différentes temporalités. Les 1000 jours, je pense, en sont vraiment l'exemple type, puisqu'en fait on essaie de réconcilier l'avant-naissance de la pré-naissance et de l'avenir aussi de l'enfant. Des différents professionnels, et vous l'avez évoqué, les bibliothécaires, les professionnels des PMI, les éducateurs de jeunes enfants, les assistantes maternelles, les crèches, mais en fait tous les espaces dans lesquels les parents et les enfants sont accueillis. Et moi, je suis très contente parce que c'est quelque chose, peut-être parce que professionnellement, j'ai une histoire autour de ça, mais autour de l'aménagement, l'urbanisme et la manière dont l'espace public structure aussi cette question. Je pense qu'il y a un vrai sujet là-dessus. Et aussi une réconciliation des approches. Parce que quand je parle d'interministérialité, on a l'habitude d'avoir une approche sur l'aspect médical et sanitaire et tous les dispositifs portés par le ministère de la Santé, les ministères sociaux, le ministère de la Culture, le sport, enfin, toutes ces approches-là qu'on retrouve de toute façon aux différents échelons et qui nécessitent pour chacun d'entre nous de sortir de notre zone de confort. Et je crois que quelqu'un l'avait dit là aussi tout à l'heure. Alors, l'éveil artistique et culturel dans cette perspective a été tout de suite intégré, en fait, à la fois dans la commission. On avait différentes, on va dire, représentantes et porte-parole de ce sujet-là. Donc, Sophie Marinopoulos, qui avait beaucoup travaillé donc, sur la santé culturelle. On a eu Maya Gratier aussi, qui interviendra aussi cet après-midi, qui a beaucoup, qui était sur la psychologie du développement. Et je cite aussi Ghislaine Dehaene, neuroscientifique et pédiatre, et je pense que toutes les trois ont porté une vision aussi intégrée et réconciliée autour de cette question des 1000 premiers jours, une approche psychologie du développement, neurosciences, éveil artistique et culturel, toute la question autour du lien et de la santé psychique des parents, des enfants. Et donc ça, c'est un sujet qui a été très porté dans le cadre de la commission, et je pense que c'était très important, et que du coup, la dynamique qui existait depuis un moment, vous avez cité le protocole 2017, mais en fait, il y avait déjà la charte, la question de la formation des professionnels a fait une espèce de boule de neige, et je pense qu'on se retrouve un peu tous autour de cette approche-là. Juste pour vous dire que concrètement, puisque là, voilà, durant ces derniers mois, on a essayé de développer des outils de communication pour sensibiliser les parents autour des enjeux des 1000 premiers jours. Et évidemment, l'éveil artistique et culturel, il tient toute sa place. Par exemple, on a élaboré un livret des 1000 premiers jours. Donc, comme je dis, collectivement, avec tous ces acteurs. Alors, ça faisait quand même du monde autour de la table qui a pu donner son avis. Et donc, on est arrivé quand même à un document qui est envoyé à chaque femme. Alors moi, j'aimerais bien que ce soit un peu plus, pas que les femmes, mais bon, ça c'est un autre débat, au 4e mois de grossesse, au moment de la déclaration de grossesse, est envoyé un livret où on parle d'éveil artistique et culturel et de l'enjeu durant ces 1000 premiers jours. On a aussi le site des 1000 premiers jours développé par Santé publique France, où des éléments importants sont repris, l'application et le dernier élément, le SAC, qui sera présenté cet après-midi par ma collègue Solène, qui est chef de projet sur le SAC des 1000 premiers jours, dans lequel on a intégré un livre. Et c'était pas rien, parce qu'en fait, c'est financé. Donc là, je reviens sur des sujets très concrets de financement. C'est financé par le ministère des Solidarités. Or, on achète un livre pour les parents. Voilà. Donc c'est d'argent eux. Comment ? Et les enfants. Oui, bien sûr, pour les parents et les enfants. Et on a même pu introduire, mais Solène le développera, la carte postale autour de l'éveil artistique culturel.
Voilà, donc en quelques mots sur cette approche des 1000 premiers jours, la manière dont on s'est structuré au niveau national. Mais le gros enjeu, c'était comment on va pouvoir accompagner cette dynamique au niveau territorial. Et en fait, au-delà de la feuille de route qui développait, qui mobilisait différents acteurs et des financements sur les différents axes que j'ai évoqués, on a lancé des appels à projets. Appels à projets 1000 premiers jours, et en 2021 et 2022. Et on a eu à cœur de favoriser une gouvernance, là aussi, sur le territoire, aussi partagée que possible, entre les agences régionales de santé, les DRETS, les commissaires pauvreté et les DRAC ont été associés. Et on a vu, je vais arrêter là, on a vu une très grande dynamique sur le réponse à ces appels à projets. Alors, il y avait 6 axes, dont un sur l'éveil artistique et culturel. Mais en fait, on pouvait, d'ailleurs, certains ont émergé, pas seulement sur cet axe-là, mais développer des projets d'artistique et culturel au titre de l'accompagnement, la lutte contre l'isolement social, la promotion de la santé. Enfin, voilà, en fait, c'était l'idée de toute façon d'avoir une approche transversale. Donc pour nous, c'était un signal pour dire on souhaite financer ce type de projet. En fait, il pouvait s'incarner dans aussi la question d'un parcours et de la vulnérabilité. Voilà. Donc la plus grande majorité des projets qui ont été financés sur le sujet de l'éveil artistique et culturel. Et je voudrais terminer sur le fait que dans le cadre de ce financement, on a des retours, puisqu'en fait, on finance ces projets-là. Et moi, j'ai le sentiment qu'en fait, cette dynamique 1000 jours, elle a amplifié des dynamiques, elle a réuni certains professionnels qui se sont retrouvés autour de cette approche, de cette reconnaissance, de cette bannière 1000 premiers jours autour de la santé globale de l'enfant et de sa reconnaissance en tant qu'enjeu sociétal, et pas seulement cantonné au social, la petite enfance, au médical, la périnatalité, et à la culture et l'éveil langage. Voilà. C'est là-dessus que je voulais... Parce que c'est tous les retours un peu que j'ai sur ces professionnels qui nous disent, bah voilà, on développe ces projets et on est sous la bannière 1000 jours pour toutes ces raisons-là. Merci. C'est comment on fait du commun. Enfin, voilà. Je vais inviter Émilie et Marc à revenir sur scène pour les questions. Ils vont peut-être manquer d'une... Oui, bah voilà. Bonjour, je m'appelle Marie-Agnès Perpus-Ségur de l'association Le Temps des Histoires pour les 0-5 ans et leurs accompagnants. J'ai 2 questions en fait qui se rapportent plutôt à la première partie de cette table ronde. Une question peut-être à Marc Caillard pour revenir sur l'historique. Je voulais remettre en perspective par rapport à ce que vous avez dit, l'existence et la disparition des maisons de jeunes et de la culture qui étaient par essence totalement transversales et intergénérationnelles et complètement implantées dans un territoire. Et puis j'ai une deuxième question, peut-être plus pour Émilie, qui a précisé plutôt parler du fonctionnement en réseau, de dire mais ce réseau, combien de temps il a mis pour se construire dans votre cas? Je vous remercie. Donc je ne suis pas un spécialiste des maisons des jeunes et de la culture, mais de manière plus générale, nous, on se situe, un certain nombre d'entre nous, en tous les cas, étaient des militants ou engagés dans l'éducation populaire, à travers plus les CMEA, il s'avère que c'était notre espace de nos 20 ans. Mais c'est du même ordre, c'est toute la question de l'histoire de France depuis 1945, enfin, depuis le Conseil national de la résistance, la manière dont l'éducation populaire s'est largement dégradée. Oui, on peut le dire. Hein. Donc forcément, c'est toute la question de ces institutions, de cette histoire-là. C'est les colonies de vacances, c'est tout ce champ social qui était lié aux collectivités aussi, à la politique vraiment sociale, culturelle en France. Alors évidemment, ça renvoie aussi à cette séparation du socio-culturel et du culturel à l'époque de la création du ministère de Malraux, comme on dit, hein, du côté de la culture, qui a sans doute aussi eu des incidences concrètes dans l'organisation, dans les moyens, dans les politiques menées et les tutelles. Mais je pense que ça ne remplace pas. C'est-à-dire qu'au fond, quand on dit les espaces et les temps, on n'a pas eu
beaucoup de temps pour le développer, mais en replaçant de manière sociétale, évidemment que la question des institutions existantes qui intègrent la dimension de la petite enfance et de la culture et de la parentalité et de tous les professionnels qui accompagnent les enfants, cette couche, comme je disais, de la question des 3 mois, 3 ans, c'est quelque chose de fondamental, et la dégradation de certains lieux, les centres sociaux, les centres socioculturels ou les MJC et plein d'autres, eh bien, participent de l'effritement de tout ce tissu dont fait partie l'intégration de la question de la petite enfance et de la famille. Mais du côté, du côté plus des 2 grands ministères de tutelle, de la petite enfance et de la culture, on peut dire que leur alliance, d'une certaine manière, est fondamentale, parce que pendant des années et des années, je nous vois, à Enfance et Musique, je me vois aussi, parce que j'en ai largement fait partie, être appelé à faire des conférences dans le cadre de la lutte contre l'illettrisme, la refondation du lien social, la lutte contre l'exclusion, etc., en me disant, mais c'est quand même incroyable. La chair du lien social, la refondation du lien social sans l'art et la culture, alors j'y vais un peu fort, mais je me dis, mais il manque l'essentiel. Il manque l'essentiel. C'est quoi? Et là, je me tourne aussi vers Sophie, qui justement a fait la jonction avec les termes d'art, de culture, d'éveil culturel, la relation de langage sans cette part artistique, cet espace transitionnel qui est notre essentiellement humain, mais c'est presque du vent, d'une certaine manière. C'est impossible, plutôt. Excusez-moi, c'est brutal de dire ça. C'est impossible. Ça n'existe pas. La nourriture, vous voyez, c'est comme s'il y avait un système, mais il manque une bagnole sans essence ou un changement climatique avec le carbone en trop, quoi. Non, ça ne marche pas. Alors sur la question des réseaux, du coup, peut-être je ne vais pas bien répondre à votre question, donc vous m'interpellerez à la fin, parce qu'en fait j'ai évoqué 2 réseaux, il y avait Scène d'enfance à Citège France d'un côté et le réseau Art et Tout Petit Provence. Vous pensiez au premier ou au second? Ouais, d'accord. Parce qu'en tout cas, la question que vous posez, qui est comment ça s'élabore et comment ça se construit, je dirais que dans les 2 cas, ça se construit assez rapidement au départ dans une nécessité. Je pense que ce qu'on entreprend tous, que vous vivez, que nous vivons, qu'on soit du côté de la culture ou de la petite enfance ou ailleurs encore aujourd'hui, c'est qu'on fait face à des urgences qui sont de l'ordre du sociétal ou du structurel dans l'organisation, par exemple des lieux d'accueil de la petite enfance aujourd'hui, et que en fait, on fait de toute façon, par exemple, dans la culture, beaucoup plus de travail en réseau dernièrement, et je pense que c'est quand même beaucoup dû au fait qu'à un moment, des urgences se font jour et qu'on se rend bien compte que tout seul, on ne va pas y arriver. Donc voilà, c'est la nécessité de se confronter, d'affronter des situations très difficiles qui nous amènent à faire commun. On pourrait faire un très long truc là-dessus, pour comment on fait commun. Donc j'ai l'impression qu'en fait, ça se constitue dans tous les cas, finalement, assez vite. Après, la question, pour moi, elle est plutôt... comment ça perdure. Je trouve que souvent, en fait, on arrive à trouver l'endroit de la construction et après, il faut structurer. Et du coup, je vais prendre plutôt comme exemple le réseau Art et Tout Petit Provence parce que, par exemple, ce réseau, il existe depuis une bonne dizaine d'années. Il s'est constitué par un endroit que je trouve très intéressant qui était une formation commune entre des professionnels de la culture et des professionnels de la petite enfance, et c'est encore aujourd'hui la grande richesse de ce réseau, c'est qu'une partie des gens qui sont là depuis le début sont passés par un endroit commun et qui est une vraie nourriture, ils ont appris à se connaître, ils ont partagé des enjeux tout de suite, et en fait là au mois de juillet il s'est constitué en association pour pouvoir rentrer dans d'autres dynamiques notamment de trouver des moyens et de construire des projets vraiment de manière plus formelle ensemble. Voilà. Du côté de Scène d'enfance et de la Citège France, c'est différent, mais il y a quelque chose quand même d'un parallèle de la nécessité et du coup le fait de chercher tous les acteurs pour penser que, en fait, quand bien même une des composantes du secteur est fort intelligente et bienveillante, elle ne se suffit pas à elle-même.
Oui, mais du coup, ça fait bien lien avec ce que vient de dire Émilie, parce que je me posais la question en entendant Marc. Moi, le courant de l'éducation populaire, c'est vraiment pour moi, enfin, je l'ai pas, je suis arrivée après, mais c'est un courant qui me passionne. Et sur la question du commun, je me demande si le commun, si structuré, c'est un peu une question, est-ce que c'était le dénominateur commun, c'était la solidarité ? Et est-ce que c'est cette solidarité qui est en perte de vitesse, hein, on en parle beaucoup de la solidarité, hein, c'est un mot, on le ramène souvent, mais est-ce qu'on arrive justement à le rendre vivant suffisamment, ou est-ce que l'individualisme dans lequel nous sommes partis fait que nous faisons des actions les unes à côté des autres, mais qu'on n'arrive pas à faire ce commun justement, et qu'on s'essouffle un petit peu là-dedans. Je ne sais pas si je suis claire, Marc, mais... Voilà, j'aimerais envie d'avoir ton avis sur la question de ce que portait l'éducation populaire, parce qu'on est un peu tous des héritiers, mais est-ce qu'on passe à côté Est-ce qu'on n'arrive pas à nourrir cette solidarité ? Est-ce que... Je sais pas, ça me questionne beaucoup. C'est-à-dire que là c'est des positions. Hein, moi, je ne parle pas de manière universelle. Tu me demandes de me positionner. C'est clair que la société de consommation, quand on dit qu'on a fabriqué des consommateurs citoyens et non plus des citoyens consommateurs, ce système a besoin d'isoler chacun dans son clapier, sa boîte, sa voiture, etc., pour justement que la culture commune, ça soit les grands idéaux de la consommation collective, les grands temples, etc. Et puis, ce que Bernard Noël, le poète, dit, on a remplacé la culture par la pulsion d'achat. Moi, je dirais qu'on est dans un système qui, au contraire, régresse et nous fait revenir avant. Si je reviens à la petite enfance, c'est avant même qu'on arrive à l'objet. C'est la satisfaction pulsionnelle. C'est pas rien, le mot pulsion d'achat. C'est pas rien, le PDG de TF1 qui dit que le cerveau disponible, la télévision est faite pour créer une sorte de filet d'eau tiède dont le moment intéressant où le son monterait et qui serait plus créatif, ça serait le spot publicitaire. Fabriquer du cerveau disponible. Alors moi, je suis de la génération de la télévision et pas des écrans qui sont encore une nouvelle couche d'aliénation, mais qui fabriquent justement cette servitude volontaire. Donc, la question, c'est comment on va retrouver un investissement d'objets communs, et c'est du côté justement de la transmission culturelle dans le long temps, mais c'est du côté aussi de refaire du commun pour transformer la société. Là, je fais de la politique citoyenne, parce que je vois bien que mes enfants et mes petits-enfants, quelque part, c'est pas qu'ils vont dans le mur, c'est qu'ils n'ont pas d'avenir autre qu'un avenir dramatique. On le lit tous les jours. De la part de penseurs, pas de la part de prophètes maudits. Hein. On n'est pas dans Tintin et l'objet qui va tomber là, sur la terre, et puis une sorte de prophète comme ça. Non, c'est tous les gens sérieux, c'est le GIEC, c'est tout ça. Ils nous disent bien que si on ne change pas très vite, or on change quoi ? La culture. Pourquoi tout de suite on ne roule pas lentement ? Ah ben non, on ne peut pas, parce que, vous voyez, le patriarcat, la puissance, la violence, non, il suffit tout de suite de faire 80 sur les routes et 60-80, et pouf, 30% de moins de consommation, tout de suite, sans rien changer. Pas une voiture électrique où il y a 2% au bout de 30 ans de différence pour le changement climatique. Enfin, moi, je suis halluciné du fait qu'on n'arrive pas à faire du commun pour penser le fait qu'il y a le feu dans la maison, déjà au 2e étage, quoi. Oui, mais en même temps, je ne pense pas, Marc, qu'ils vont dans le mur. Moi, je pense qu'ils vont rester créatifs. C'est l'espérance dont j'ai parlé tout à l'heure. Et je ne sais pas comment ils vont s'y prendre, mais ils vont s'y prendre. Et c'est pour ça que je me dis, comment est-ce qu'on peut les accompagner dans cette espérance et dans cette solidarité et dans cette capacité à faire commun. Et ils ne vont pas dans le mur. Je ne pense pas du tout. On n'a pas accompagné dans l'espérance, on a à prendre nos responsabilités d'adultes. Oui. Moi, je n'attends pas que l'enfant ait une espérance. Je veux espérer, moi, et je veux transformer le monde, moi. C'est Hannah Arendt qui ne se sent pas responsable du monde, ne fait ni enfant, ni ne s'occupe de leur éducation. Enfin, stop, quoi. Les enfants, ils attendent que moi, je fasse mon boulot.
on va devoir, je suis désolée, couper. Voilà. Très, très rapidement, j'en prends une dernière. Pardon, alors ce qu'on va faire, c'est que je vais prendre les deux questions là, qui sont là, vous les dites l'un après l'autre, et on demande à nos intervenants d'intervenir très vite si on va avoir un petit peu de temps pour manger. Bonjour, je suis un professionnel de la petite enfance, formé, diplômé, et du coup toutes ces questions-là me touchent énormément. Et je me demandais, parce que j'entendais tout à l'heure, Sophie, tu évoquais la question du hors-sol, je me demandais, est-ce que certains de nos politiques, qui sont absents par leur... dont résonne leur absence aujourd'hui, qui pensent qu'une assistante maternelle gagne un SMIC par enfant, notamment, est-ce que là, c'est pas être hors sol? Quant à la rentrée de la petite enfance au mois de septembre à la salle Larocque du ministère, ce même monsieur Larocque, invité par les pros de la petite enfance, semble-t-il, le site internet Les pros de la petite enfance, il n'y a aucun organisme de formation initiale qui est présent et convié à la rentrée de la petite enfance. On peut s'interroger aussi sur le hors-sol de ces moments-là. Ces journées qu'on partage ensemble depuis des années et des années sont des petites bouffées d'oxygène, mais Sophie, à nouveau, tu parlais d'essoufflement. Les professionnels de la petite enfance semblent profondément essoufflés. On l'a vu avec la manifestation du 6 octobre. Il me semble que Pas de bébé à la consigne n'avait jamais recueilli autant de mobilisation jusque-là. Et peut-être que les rapports successifs, celui de Sylviane Jean de Pinot, celui d'Émile Premier Jour, celui de Sophie sur l'éveil culturel et artistique, sont à chaque fois des bouffées d'oxygène, mais que nos politiques ne prennent pas l'importance, l'essence, comment, je trouve pas le mot, l'essentialité de cette question des liens que construisent les professionnels de la culture comme les professionnels de la petite enfance au quotidien, mais qui ne sont, semble-t-il, pas suivis, si ce n'est par des grands 1000 premiers jours. Je vois, il y a comment ça s'appelle le truc là sur le téléphone portable. Enfin, après, il serait intéressant d'avoir des études aussi sur qu'est-ce qui est les retours sur investissement, parce qu'on parle d'investissement social, me semble-t-il, de plus en plus, les retours sur investissement de tout ça. Quand on voit qu'un cabinet comme Roland Berger ou Roland Berger, je ne sais pas comment il se nomme, mais touche plus de 420 000 € pour un travail qui est fait à côté de manière, semble-t-il, relativement bénévole par des professionnels du soin, ça peut interroger sur la question du hors-sol, me semble-t-il. Il y a une dame tout à l'heure. On prend les deux dernières vraiment pour qu'on puisse terminer à 12h30. Oui. Allez-y, madame. Alors, je me représente, je suis Malika, ancienne éducatrice de jeunes enfants et actuellement bibliothécaire, coordinatrice petite enfance sur un réseau de 14 médiathèques, et je m'occupe de 3 médiathèques sur la petite enfance. Sophie Marinopoulos l'a dit, le combat est compliqué. C'est vrai, c'est pas évident, mais je voulais d'abord faire part de ce témoignage et questionner sur la tranche d'âge de la petite enfance. Qu'est-ce que la petite enfance? Parce qu'en fait, en ayant été diplômée d'une école de formation psychopédagogique, en devenant éducatrice de jeunes enfants, j'ai été formée en tant que spécialiste de la petite enfance pour les 0-7 ans. Et arrivé dans le monde de la bibliothèque, ça s'arrête aux 3 ans. Première page concerne les 0-4 ans. Alors, on parle d'espace et de lieux décloisonnés, de se faire commun, mais je suis contrainte de m'arrêter aux 3 ans, en fait. Alors que je suis formée pour plus. Alors, le diplôme de JE a changé, je m'excuse, mais je ne sais pas si la tranche d'âge a diminué ou augmenté. Mais en tout cas, quand Sophie Marinopoulos disait on demande à des enfants de 3 ans de s'asseoir, mais l'école est devenue obligatoire maintenant à partir de 3 ans, il devient un enfant élève, il devient scolarisé, et quand bien même en tant qu'éducatrice et en tant que bibliothécaire, on a une médiation autour du livre et on sait que cette écoute motrice, elle est importante, on n'a plus son mot à dire parce que tu n'es plus dans la petite enfance. Alors, qu'est-ce que la petite enfance? De quelle tranche d'âge parlons-nous? Et est-ce que quelqu'un pourrait me clarifier là-dessus? Et on parle d'un monde de compétences. En effet, j'ai besoin de savoir, parce que pour que la compétence soit reconnue et pour que je continue mon engagement, alors je ne m'attache pas qu'à ça, mais n'empêche que le combat est dur.
Mais c'est vrai que c'est un engagement auprès du tout petit et j'aimerais être soutenue là-dedans. Et ma carte blanche, c'est de dire, ben, j'ai cette compétence-là, alors permettez-moi de faire parce que j'ai cette compétence. Alors si quelqu'un pouvait m'apporter la précision, je vous remercie. Alors, Yannick Corel, je vais vous donner le micro. Une dernière question, parce qu'on va... Je fais très vite parce que tout le monde a faim. Yannick Corel, je suis conseiller action culturelle en DRAC, Direction régionale des affaires culturelles, service du ministère en région, en Bourgogne-Franche-Comté. Je trouve qu'on a assez peu abordé la question des lieux. Moi, j'aurais bien aimé davantage, Madame l'adjointe à la culture à la ville de Clermont, vous entendre parler de ce lieu innovant. Parce que je crois que par rapport à ce que disait Sophie Marinopoulos, par rapport à votre mandat d'élu territorial et du travail de conviction auprès de vos collègues sur l'aménagement ou le ménagement d'un certain nombre de lieux, il faut effectivement venir avec les valeurs dont on a beaucoup débattu ce matin, mais aussi avec des propositions, des solutions, etc. Donc je pense que c'est très bien de se compter entre nous ce matin, y compris, je trouve, parfois avec des propos un peu d'anciens combattants, mais enfin voilà, est-il nécessaire de remonter jusqu'aux années 50? Je ne suis pas sûr. Mais je pense que la plus-value de journée de cette nature, c'est aussi de discuter de l'aménagement des lieux de la petite enfance, de l'aménagement des équipements culturels. Dans la brochure, il est fait mention de lieux intermédiaires. Je crois que c'est tout ça qui est important. Enfin voilà. Donc c'est déjà long pour cet après-midi peut-être. Oui, en effet, c'est des questions. On va essayer d'apporter des réponses au fil de la journée. Il y a eu une table ronde en fait en parallèle de celle-ci sur 1000 formes qui a présenté plus le projet. Voilà, on aurait pu faire 3 jours, je crois, de rencontres. On a condensé en une. On est assez frustrés, on ne peut pas tout aborder, ce qui nous donne des sujets pour les années à venir. Voilà,